99% des rapports reçus attestent que les opérations se sont déroulées normalement. La MOE, SENCO et SCC continuent à analyser les rapports des incidents jusqu'à évaluer leur impact sur l'intégrité des scrutins. Je vous remercie. Je crois que la loi elle-même est claire sur les conditions d'appréciation de l'intégrité du processus. Si nous ne nous prononçons pas sur cette question maintenant, ce n'est pas parce que nous manquons des réponses. Mais comme mission d'observation électorale, nous sommes supposés accompagner le processus jusque là où elle va s'arrêter. Maintenant, de nos analyses, parce qu'on n'est pas encore là, c'est là que découlera notre position, notre lecture sur X ou Y choses. C'est quand même une question qui devrait, à notre sens, impliquer et intéresser toutes les parties prenantes. Il n'y a pas que la MOE et SCC-SENCO. Et parce qu'à un moment, on a l'impression que les autres parties prenantes abdiquent à leurs responsabilités. Donc, la MOE et SCC-SENCO, d'abord, n'est pas la seule mission. Elle fait ce qu'elle doit faire, elle le fera davantage. Mais cette question dépendra de la lecture de chaque partie prenante. Si aujourd'hui, le gouvernement apporte sa lecture sur cette nation, c'est une chose. Demain, ça peut être les opposants ou une autre mission d'observation électorale. Mais nous devons quand même savoir que, à la lumière de la loi, les votes est supposé se passer en une journée, comme la loi le veut. Il est aussi important de considérer les éléments des rapports que nous avions déjà publiés. Parce qu'il serait beaucoup plus exhaustif lorsque nous voulons apprécier ce qui suit en ayant un regard sur les étapes précédentes. Il y a plusieurs hypothèses qui pourraient nous aider à apprécier ce qu'on pourrait appeler impossibilité ou cas de force majeure. Vous voyez un peu le raisonnement. C'est-à-dire, si nous parlons en termes de prolongation de période, on ne va pas seulement s'attarder à apprécier pourquoi, enfin, à constater ou à justifier. Mais dans notre travail d'analyse, quand nous faisons, quand nous réfléchissons, je l'ai dit d'abord à haute voix, et ce qui devrait être le cas pour vous, comme journaliste, et pour les autres parties prenantes, c'est d'évaluer les processus dans sa globalité. C'est là l'élément sur lequel nous sommes en train d'insister. Parce que rien n'est fortuit. Lorsque le législateur veut à ce que le processus se passe en un jour, parce qu'il estime qu'arrivé à une étape, certains préalables doivent être réunis. Et le fait de se passer le même jour et partout au même moment évite justement d'avoir des... Ça, c'est des pratiques. Ça n'a rien à voir avec la position de la MOE. Donc, la volonté du législateur. Et quand il demande à ce que ça soit un jour de dimanche ou un jour férié, c'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement a dû décréter la journée du 20 décembre comme étant la journée fériée. Est-ce qu'aujourd'hui c'est férié? Et celui qui pouvait voter dans les mêmes conditions le 20 serait dans les mêmes conditions aujourd'hui? Peut-être c'est un travailleur. Tout ça, c'est des éléments qui doivent nous aider à réfléchir et à apprécier. Mais si on s'attarde seulement à justifier ou à condamner, là, on ne fait pas une analyse responsable. Donc, c'est ça, moi, je pense que ce qui doit vraiment nous aider à apprécier les choses, c'est à ce niveau-là. On doit se poser des questions. Pourquoi a-t-on eu, pour une fois, des bureaux qui s'ouvrent dans la ville de Kinshasa à 15 h? Or, si nous constatons qu'il y a des machines qui tombent en panne, alors que dans le précédent rapport sur les opérations d'enrôlement, on a relevé ces cas, la question, qu'a-t-on fait pour éviter que ce qui a été observé se répète?
c'est aussi de cette façon qu'on renforce la tradition ou la pratique électorale. Parce qu'en fait, les élections deviennent à un certain moment une coutume, une tradition électorale. Et nous tirons des leçons par rapport à ce qui s'est passé. Il ne faut pas que nous soyons tous motivés seulement au résultat. Nous ignorons, en fait, nous faisons l'éternel recommencement. Et parfois, nous voulons relativiser les choses par rapport à nos positions. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal parce que nous n'apportons aucune correction et nous n'améliorons pas notre système. Quelle leçon le processus de 2018 aura donné au processus de 2023? Donc, si nous voulons rester dans l'esprit de la Constitution, et c'est pour cette raison que nous, comme des églises, nous accompagnons les processus, ce n'est pas pour la beauté, ce n'est pas pour se faire de l'argent, mais c'est pour contribuer à notre responsabilité de la justice, de l'équité et de la vérité. Et donc, nous ne sommes pas que des missions d'observation électorale, nous sommes avant tout des églises. Et la caution morale, la responsabilité spirituelle que nous avons devant Dieu, l'histoire et le peuple, nous oblige à nous comporter par rapport à cela. Donc, lorsqu'on parle de mission d'observation électorale des églises, il faut que cette nuance soit faite, parce qu'on sent même au niveau de l'opinion, vous entendez, lorsqu'on commence à agresser une religieuse qui vient juste pour observer, c'est question de perception et ça devient dangereux. Combien de nos observateurs étaient obligés de se cacher, de se voiler pour des raisons de sécurité? Parce que simplement, dans une certaine opinion, on veut croire ou on fait croire que le travail de la CENCO et de l'ECC serait d'empêcher certains candidats et de donner l'avantage à d'autres. Et ça, il faut qu'on en parle. Donc, c'est ça le problème qui dérange. Et à chaque fois que vous donnez des avis constructifs, les gens ne voient pas ce qui construit, mais chacun se positionne par rapport à ses intérêts. Si ça l'arrange, il soutient. Si ça les dérange, il critique. Mais après, en fin de compte, comme je l'ai dit, surtout nous, Congolais, nous devons nous rendre compte que c'est notre propre honte. Parce que ça ne nous aide pas à nous faire respecter aux yeux du monde. Même ceux qui peuvent nous encourager en faisant semblant, en secret, ils se disent, mais c'est Congolais finalement. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Donc ça, c'est quand même un message important comme des religieux pour dire, nous ne sommes pas des missions d'observation électorale pour faire plaisir à X ou pour contraindre Y, parce que certains attendent que nos résultats des rapports, des résultats, parce qu'ils pensent que nous serons là pour contester. Notre mission n'est pas de contester. Nous ne sommes pas là pour dire qui doit être président, qui ne doit pas l'être. Mais c'est d'accompagner la légitimation et la protection de la volonté collective exprimée par les élections. Merci beaucoup. Bon, par rapport aux dispositions légales que la CENI aurait violées, parce qu'il n'y a pas que cela, il y a déjà par exemple l'exigence d'afficher les listes électorales, il y a par exemple, nous ne sommes pas là comme gendarmes de l'État, nous observons, pour le moment nous analysons, progressivement nous informons, et avec notre rapport préliminaire, on pourra peut-être donner un avis technique. Je crois que c'est chacun qui doit assumer sa responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'observer et de rendre compte de ce que nous avons observé. Le gouvernement a sa responsabilité, la CENI a sa responsabilité, les politiciens ont la leur, la population a la sienne. Donc, on ne doit pas avoir confusion à ce niveau-là. Et je rappelle que si nous avons engagé cette mission d'observation, c'est dans l'unique but de promouvoir la transparence du processus électoral pour contribuer à la paix. Parce que beaucoup de crises qu'ont connues ces pays, c'est souvent des crises autour de conflits, autour de la légitimité. Nous avons demandé des accréditations pour 25 000 observateurs. On avait pris au départ des dispositions pour 11 000 observateurs non citoyens. Et là, avec une structure, quelques jours avant, on a ajouté 3 000 observateurs citoyens qui n'avaient pas besoin de cas d'accréditation avec l'accompagnement de NED. Donc, ce qui fait un total de 25 000 prévus
plus 14 000 citoyens. Alors, mais avec le travail que nous allons faire, nous saurons où ils ont été exactement. Vous avez suivi qu'il y a au moins 7% de nos observateurs par rapport à cet échantillon à qui on a refusé l'accès ou qui ont été expulsés jusqu'à être violentés. Et il y en a qui étaient menacés au point qu'ils ne voulaient pas être très visibles parce qu'ils pouvaient être, à part le macaron, l'accréditation, on avait pris des dispositifs pour que ce soit plus visible. Mais comme ils étaient menacés par des personnes que vous pouvez deviner, alors ils ont renoncé à cet aspect de visibilité. Mais c'est donc nous ne sommes pas encore à l'étape d'évaluer. Nous avons dit que nous continuons à analyser les données et il arrivera un moment où on va évaluer l'impact des incidents par rapport à leur nombre, par rapport à leur nature, sur la crédibilité du scrutin. Ceci n'implique pas ce qui a été fait dans le cadre de PVT. Le travail dans le cadre de PVT, ceux qui auront l'occasion d'aller visiter à la SENCO avec notre autorisation seront le bienvenu, est en train d'être fait avec l'accompagnement des experts en la matière et c'est quelque chose qui veut de précision pour lesquelles il faut vraiment respecter les normes et on n'est pas pressé. Arrivera un moment, on donnera aussi un avis par rapport à cela. À ce moment-là, celui qui nous contestera pourra nous dire du point de vue scientifique comment